Elle rit au moment où le stylo quitta sa main. Un rire bref et mordant, le genre qu'on ne cherche pas à cacher. Elle s'éclaircit la gorge. Lorraine Webb renversa la tête en arrière, les yeux brillants, et le laissa résonner dans toute la pièce. À travers la porte vitrée, Derek souriait en coin dans son manteau sur mesure, les mains dans les poches. Elle lui jeta un coup d'œil pour être sûr qu'il l'avait vu. Ça ira, Marcus. Élever un enfant seul, ce n'est pas facile, surtout quand tu n'as même pas un vrai boulot. Son avocat pinça les lèvres pour réprimer un sourire. Marcus ne dit rien. Il reposa le stylo, lentement, délibérément, et sortit sans se retourner. Dans le hall, un agent de l'aéroport en uniforme le croisa et hocha la tête. « Bonjour, monsieur Webb. » Lorraine riait encore, mais le vieux pick-up rouillé dehors n'était pas la seule chose que Marcus Webb possédait. Avant tout cela, avant le rire dans le cabinet de l'avocat, avant la salutation discrète de l'agent de l'aéroport, il y avait un mardi de mars et un garçon sur un lit et une question qui était restée sans réponse. La maison se trouvait sur un demi-acre à la lisière de Nashville, là où la ville cessait de faire semblant et redevient le Tennessee. 2 étages gris, avec une véranda que Marcus avait reconstruite lui-même l'été suivant le mariage. Depuis la route, elle ressemblait à toutes les autres maisons de la rue. C'était le but. Il rentrait la plupart des jours à 16 heures. Vers 17 heures, il était généralement dans le garage en train de réparer quelque chose pour quelqu'un qui ne pouvait pas payer un atelier. La tondeuse d'un voisin, une Mustang de 68 que quelqu'un avait laissée dans son allée et n'était jamais venu chercher. Il ne faisait jamais payer. Il ne demandait jamais pourquoi. La grande caisse à outils Snap-on rouge dans le coin avait appartenu à son père. Tout comme le tablier de cuir accroché au clou à côté. Tout comme la plupart des choses importantes dans sa vie. Ellie avait 7 ans. Le garçon était l'axe autour duquel tournait sa vie. Et Marcus ne faisait aucun effort pour prétendre le contraire. Tous les soirs à 20h30, sans exception. Il montait un livre jusqu'à la petite pièce au bout du couloir. L'étagère ne contenait que des livres sur les avions, des manuels, des biographies, des livres d'images sur des pilotes qui avaient survolé le Pacifique en bombardier dans les années 1940. L'un de ces pilotes avait été l'arrière-grand-père du garçon. Ellie ne le savait pas encore. Ce mardi de mars, le garçon ferma le livre sur ses genoux et leva les yeux. « Papa, est-ce que tu sais piloter un avion ?» Marcus sourit. Il ne répondit pas directement. « Un peu. Ton grand-père m'a appris. » Ce fut tout. Il éteignit la lampe, embrassa le garçon sur le front et sortit dans le couloir. Lorraine n'était pas encore rentrée. Elle n'était pas rentrée avant 21h en semaine depuis des mois. La philosophie venait de son père. Thomas Webb l'avait répété tant de fois que Marcus se le disait dans sa tête comme certains hommes disent des prières. L'argent réel n'a pas besoin d'être montré. Ceux qui se vantent ont peur d'être oubliés. Vis bien et les gens se souviendront de toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Thomas l'avait dit pour la dernière fois un dimanche après-midi d'octobre, 6 mois avant sa mort. Ils étaient assis sur la véranda de la vieille maison à Franklin. Le vieil homme était resté silencieux longtemps, puis il l'avait dit une fois de plus lentement, comme pour s'assurer que ça resterait. La vérité habitait dans les petites choses. Une lettre d'une banque fiduciaire soigneusement pliée dans un tiroir de cuisine. Un court appel que Marcus prenait en faisant la vaisselle. Oui, Catherine. Je passerai le mois prochain. Un vieux carnet en cuir dans l'appentis au fond de la propriété avec les mots Webb Aviation Internal gravés sur la couverture. Lorraine était passée à côté de ces choses pendant 8 ans. Elle n'avait jamais posé de questions. Il n'avait jamais rien offert. C'était le raccord tacite, pourtant. Aucun des deux ne l'avait jamais nommé. Le barbecue eut lieu à la fin du printemps. Un voisin nommé Greg, dont la femme travaillait avec Lorraine dans la société immobilière, se plaignait de son Cessna depuis des semaines. L'avion était cloué au sol depuis presque un mois. Une panne avionique. 3 techniciens différents. Personne ne pouvait la trouver. Il en était à sa 4e bière quand il en parla cet après-midi-là, à moitié plaisantant, à moitié désespéré. Marcus écouta, posa 2 questions, puis proposa de venir jeter un coup d'œil. Ce week-end-là, il se rendit au petit aérodrome sur la State Route 96. Lorraine l'accompagna. Tout comme la femme de Greg et une jeune collègue du cabinet, le genre de femme qui tenait un verre de vin comme si quelqu'un lui avait dit un jour que ça rendait bien en photo.
Marcus passa 40 minutes sous l'aile avec une lampe de poche et un multimètre. Il trouva un fil de masse corrodé derrière le bâti avionique. Il le répara. L'avion se remit en marche proprement. Greg chercha son portefeuille. Marcus secoua la tête et s'essuya les mains sur un chiffon d'atelier. « Où as-tu appris à faire ça, mon vieux ?» Il réfléchit une seconde. « Mon père. » Ce fut tout ce qu'il dit. À 6 mètres de là, Lorraine se tenait près de la porte ouverte du hangar avec sa collègue, un verre de vin qui chauffait dans sa main. Elle n'avait pas entendu la conversation. Elle avait seulement vu son mari penché sous l'avion de quelqu'un d'autre dans la même chemise à carreaux qu'il portait depuis 10 ans, les genoux dans la poussière, les mains noires de graisse. Elle se détourna. La collègue dit quelque chose de drôle. Lorraine rit une demi-seconde trop tard. À l'intérieur du hangar, Ellie était assise sur un tabouret en métal en mangeant une glace à l'eau que la femme de Greg lui avait donnée. Il regardait son père à travers la porte ouverte du hangar comme il le faisait toujours. Il ne disait jamais rien quand son père travaillait. Il regardait juste. Quelque chose en Lorraine s'était achevé cet après-midi-là. Elle avait cessé de le regarder depuis longtemps, mais le fait de ne pas regarder était devenu une sorte de décision, désormais arrêtée et définitive. Marcus ne la vit pas faire. Ellie non plus, mais c'était fait. Sa promotion arriva 2 semaines plus tard. Le cabinet la fit passer aux comptes commerciaux, et avec le nouveau titre vint un autre univers. Des dîners plus grands, des maisons avec des deuxièmes cuisines, des maris en pull sur mesure qui partaient à Aspen pour de longs week-ends et publiaient des photos d'eux-mêmes plissant les yeux au soleil. Elle commença à ramener les comparaisons à la maison. Pas dans les disputes. Elle était trop intelligente pour les disputes. Elles arrivaient comme de l'eau trouvant son chemin à travers un plafond. Lentement, régulièrement, impossible à identifier. Pourquoi tu ne développes pas l'entreprise? Marcus, pourquoi tu conduis encore ce camion? Tu ne veux rien de plus? Il ne répondait jamais. Cela aussi fit partie de la fuite. Le dîner eut lieu un jeudi de fin avril dans un restaurant de Green Hill qu'elle avait choisi parce qu'une personne qu'elle voulait impressionner y était un habitué. 6 personnes du cabinet. Marcus dans une chemise propre boutonnée. Il l'avait repassé lui-même, assis à côté d'un gestionnaire de fonds spéculatifs qui ne cessait de parler de vin. Au milieu des apéritifs, quelqu'un au bout de la table demanda à Lorraine ce que faisait son mari dans la vie. Elle sourit. Le sourire attendait. Oh, il fait des trucs en freelance. Vous savez, un peu ci, un peu ça. La table rit poliment. Marcus prit une lente gorgée d'eau et ne la corrigea pas. L'homme des fonds spéculatifs lui donna une tape sur l'épaule et dit quelque chose sur le fait que ça devait être agréable d'être son propre patron. Marcus hocha la tête. Il sourit comme on sourit à des inconnus dans un ascenseur. Il ne parla plus jusqu'à ce qu'il soit dans la voiture. Lorraine conduisit pour rentrer. Elle avait bu et ne s'en rendait pas compte. Et Marcus ne dit rien à ce sujet non plus. À 3 pâtés de maison de la maison, elle émit un petit son, entre le soupir et le rire, et regarda la route comme si elle lui parlait plutôt qu'à lui. Tu sais, parfois je pense qu'Ellie grandirait plus vite dans un environnement différent. Il a besoin de voir le monde réel, pas un appentis plein d'outils et de vieilles machines. Elle le dit comme quelqu'un qui essaie une phrase pour voir comment elle sonne, comme si elle répétait. Marcus ne répondit pas. Sa main se resserra sur la poignée de la porte une fois puis se relâcha. Elle ne remarqua pas. Elle tourna dans l'allée, sortit et rentra sans l'attendre. Il resta assis dans le camion 1 minute, moteur éteint. Quand il rentra, Ellie dormait déjà, recroquevillée contre le mur, une petite main sous l'oreiller. Marcus resta longtemps sur le seuil et, pour la première fois de sa vie, se laissa tenir un mot qu'il ne s'était jamais permis de tenir auparavant. Le perdre. C'était le mot. Il s'assit dans l'obscurité de la cuisine jusqu'à presque minuit. Son téléphone s'alluma à 23h40. Un texte de Ryan, son plus vieil ami, celui qui réparait les voitures dans un atelier près de Murfreesboro Pike et remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. Mon frère, Lorraine a encore dîné avec Derek hier soir. La 3e fois en 2 semaines. Je ne voulais pas être celui qui te le dit. Mais tu devais le savoir. Marcus le lut 2 fois. Il ne répondit pas. Il se leva, rinça sa tasse de café et la mit sur l'égouttoir. Elle le lui annonça 11 jours plus tard. Elle rentra à 21h30 un mardi, posa son sac sur le comptoir,
et le fit sans enlever son manteau. Comme on annulerait un rendez-vous chez le dentiste. Marcus, je veux le divorce. J'y pense depuis un moment. J'ai besoin de quelqu'un dont la vision correspond à la mienne. Tu es un homme bien. Tu n'es juste pas l'homme qu'il me faut. Il se tenait devant l'évier avec un torchon à la main et écouta. Il ne posa pas le torchon. Elle avait déjà choisi l'avocat. La signature aurait lieu le vendredi suivant dans un petit cabinet d'avocats sur Murfreesboro Pike près d'un terminal d'aviation privé qu'elle jugeait pratique. Elle et Derek prenaient l'avion pour Miami juste après. Elle prononça son nom comme s'il attendait d'être dit dans la cuisine depuis des mois. Marcus hocha une fois la tête. Il ne posa toujours pas le torchon. Lorraine se tourna pour monter. Au bas des marches, elle s'arrêta comme si une pensée venait de lui traverser l'esprit. D'un ton dégagé, sans importance. Au fait, ces fonds fiduciaires que ton père a établis, tu y as réellement accès? Ou c'est plutôt une histoire de non seulement? Il la regarda pendant une seconde pleine. Il comprit tout en cette seconde. Ce que Derek manigançait. Ce dont on avait parlé dans des restaurants où le vin coûtait plus cher que son camion, pourquoi un divorce qui aurait dû être réglé dans n'importe quelle salle de conférence était signé dans un cabinet d'avocats qui partageait un parking avec un FBO privé? Il ne répondit pas. Il ferma le robinet et plia le torchon sur la barre. Bonne nuit, Lorraine. Elle le regarda un instant, presque déçue qu'il ne lui ait rien donné sur quoi travailler. Puis elle monta. Il resta longtemps devant l'évier après cela. Il avait deux choix. Il pouvait ouvrir le tiroir sur le champ, lui tendre les documents du trust, la regarder décrocher, ou il pouvait rester silencieux et laisser le prochain mouvement venir de son côté à elle. Son père avait aussi un dicton à ce sujet. L'homme qui a besoin d'avoir raison à voix haute est déjà perdu. L'homme qui a réellement raison n'a pas besoin de dire un mot. Il éteignit la lumière de la cuisine. Il était presque 1h du matin quand il passa l'appel. Il n'avait pas composé ce numéro depuis 2 ans. Catherine Holt décrocha à la 3e sonnerie, ce qui lui indiqua qu'elle l'attendait. Catherine, c'est Marcus. Je sais qui c'est. Il lui raconta brièvement ce que Lorraine avait dit sur le divorce, le cabinet près de l'aéroport, la question au bas des marches. Elle respira une fois à l'autre bout. Puis il posa la seule question qui comptait. Si cela se transforme en bataille pour Ellie, pour la garde, qu'est-ce que je dois commencer à rassembler? Un petit son revint par la ligne. Pas tout à fait un rire, pas tout à fait un soupir. Marcus, dit-elle, ton père a commencé à rassembler ça avant que tu saches lire. Il ferma les yeux. Dehors, la lumière du porche projetait un rectangle pâle sur la pelouse. Au bout du couloir, dans la chambre du garçon, Ellie se tourna dans son sommeil et remonta la couverture sur son épaule. La signature eut lieu le vendredi suivant à 11h du matin dans un petit cabinet d'avocats situé dans un bâtiment de briques d'un étage sur Murfreesboro Pike. Le cabinet partageait un parking avec un terminal d'aviation privé appelé Signature Flight Support. Depuis la fenêtre avant de la salle de conférence, on pouvait voir la clôture en chêne, la ligne de jet d'affaires sur le tarmac, et le petit hall vitré où les pilotes venaient déposer leur plan de vol. Marcus gara le F-150 dans le rang du fond, loin des fenêtres, et entra seul. Lorraine était déjà là. Elle s'était habillée pour l'occasion, un blazer gris fer, les cheveux tirés en arrière, le genre de rouge à lèvres qu'elle ne portait que pour les signatures. Son avocat était un homme au début de la quarantaine nommé Brendan Ross, plein de dents et de haut de Cologne, qui avait été recommandé par quelqu'un de son cabinet. Derek était dehors dans le hall, appuyé contre un mur dans un manteau gris anthracite, les mains dans les poches, regardant à travers la vitre. Les papiers étaient soigneusement empilés sur la table. Marcus s'assit, prit le stylo et commença à signer. Page après page, il ne les lut pas. Catherine les avait lus pour lui 3 jours plus tôt et avait entouré ce qui comptait. C'est alors que Lorraine rit. Un rire bref, aigu, triomphant, teinté de moquerie. Le genre de rire qu'une femme fait quand elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait et a cessé de faire semblant de le cacher. Elle tourna la tête vers la vitre pour s'assurer que Derek l'avait vue. Ça ira, Marcus. Élever un enfant seul, ce n'est pas facile, surtout quand tu n'as même pas un vrai boulot. Brendan Ross pinça les lèvres pour ne pas sourire. Marcus ne dit rien. Il reposa le stylo, lentement, délibérément, regarda Lorraine une seconde pleine et sortit de la salle de conférence. Dans le hall,
Une femme en uniforme signature Flight Support portant un clipboard se dirigeait vers le bureau d'accueil. Elle passa devant Marcus, leva les yeux et lui offrit un petit signe de tête professionnel et discret. « Bonjour, monsieur Webb. » Marcus lui rendit son signe de tête. Il continua de marcher. Brendan Ross, qui regardait depuis le seuil de la salle de conférence les papiers signés à la main, fronça les sourcils pour la première fois de la matinée. Il ne dit rien. Il regarda Lorraine, qui riait encore. Il regarda de nouveau le hall. Puis il rangea les papiers dans sa mallette et n'en parla pas. Elle ne remarqua rien. Elle ne remarquerait rien pendant 3 jours encore. 3 jours plus tard, un lundi après-midi, Lorraine appela la banque fiduciaire. Elle avait été à Miami pendant le week-end avec Derek, à l'hôtel sur Collins Avenue. 2 dîners qu'elle avait payés. Elle s'était dit que c'était un investissement. Quand elle atterrit de retour à BNA dimanche soir, elle avait déjà décidé d'arrêter de se raconter des histoires et de simplement commencer à déplacer les pièces. Elle appela la banque depuis son bureau, la voix agréable, son nom de jeune fille au bout du fil. « J'essaie simplement de comprendre ce qu'il y a dans le portefeuille de mon mari. Nous sommes en plein divorce. Mon conseil a besoin des informations pour vendredi. » Et elle attendit. Un homme poli à l'autre bout lui dit avec une grande patience que les fiducies associés à M. Marcus Webb étaient structurés selon la loi du Tennessee et une entité holding constituée dans le Delaware, et qu'aucun conjoint, actuel ou ancien, n'avait qualité pour demander des informations concernant leurs actifs. Il utilisa l'expression Spendthrift Trust, fiducie anti-dilapidation. Il utilisa le mot irrévocable. Il lui dit très aimablement que le cadre original avait été mis en place il y a plus de 3 décennies et renforcé au fil des ans, que chaque couche avait été écrite spécifiquement pour empêcher les actifs d'aviation détenus par la famille d'être à la portée d'un futur conjoint. Elle reposa le téléphone et regarda sa main sur le bureau. Elle tremblait. 3 décennies. Elle fit le calcul mentalement et s'arrêta. Marcus aurait dû être un enfant des décennies avant qu'ils ne se rencontrent. Avant qu'elle n'ait jamais entendu le nom Webb, son père s'était assis avec un avocat à une table de cuisine quelque part et avait construit un mur contre les femmes comme elle. Pour la première fois, un frisson glacé lui parcourut l'échine, non pas parce qu'elle avait perdu une bataille, mais parce qu'elle comprit avec une clarté absolue qu'elle était en train de la perdre avant même d'avoir rencontré l'homme. Son père avait construit le mur des décennies auparavant. Il y avait un visage à mettre derrière ce mur. Elle ne le dit pas à Derek. Elle ne le dit pas à Brendan Ross. Elle servit un verre de vin dans sa cuisine à 18h ce soir-là et regarda la glace fondre et se dit que les fiducies n'avaient pas d'importance. Que l'argent réel serait ailleurs, quelque part d'accessible, quelque part qu'un avocat intelligent pourrait ouvrir avec le bon pied de biche. Elle n'avait aucune idée encore du genre de pied de biche que Derek aiguisait discrètement depuis 6 ans. Marcus, à ce moment-là, le savait déjà. Ryan travaillait là-dessus depuis la nuit où Marcus l'avait appelé depuis la cuisine. Ryan n'était pas détective privé. C'était un homme qui réparait des boîtes de vitesse pour vivre et avait un beau-frère au bureau du greffier du comté de Davison et un autre ami dans l'immobilier commercial qui lui devait une faveur remontant à 2010. C'était suffisant. Mardi matin, Ryan vint à la maison avec une chemise en carton. Il la posa sur la table de la cuisine sans s'asseoir. « Je vais te dire ce que j'ai trouvé, puis je vais partir parce que si je m'assois, je vais commencer à jurer et Ellie est à la maison. » Ellie était à l'école. Marcus ne le corrigea pas. Ce que Ryan avait trouvé était ceci. Derek n'était pas seulement un homme avec qui Lorraine avait dîné. Derek était un courtier en immobilier commercial. Il travaillait avec un groupe d'investissement appelé Asian Atlantic Partners, une société de capital investissement basée à Charlotte avec un portefeuille qui, discrètement, rachetait des petites compagnies d'aviation charter dans tout le sud-est depuis près d'une décennie. Le manuel d'Asian était simple. Trouver un opérateur charter régional avec de bons droits de route et des propriétaires vieillissants. Les aborder. S'ils vendaient, les intégrer. S'ils ne vendaient pas, attendre. Attendre des années, attendre la retraite, le divorce ou la mort, le moment de faiblesse où les actifs d'aviation détenus par la famille pouvaient être atteints par une porte dérobée. Webb Aviation Holdings était sur la liste d'Asian depuis 2009. Ryan ne le dit pas comme une accusation. Il le dit comme un homme qui pose un outil. Mon frère, les dîners avec Derek n'ont pas commencé l'année dernière. Marcus le savait déjà aussi. Ce qu'il ne savait pas encore, ce qu'il commençait seulement à comprendre maintenant, un mardi matin dans sa propre cuisine,
c'était l'ampleur de la question en dessous de tout cela. Combien Lorraine en savait-elle? Avait-elle été une partenaire dans la manœuvre ou une passagère? Derek l'avait-il construite lentement, comme un homme construit un outil? Où était-elle entrée les yeux grands ouverts et avait-elle choisi? Il n'avait pas la réponse. Il n'était pas sûr de la vouloir. Il remercia Ryan. Il ferma la chemise. Il la posa sur le réfrigérateur derrière la boîte à biscuits qu'Ellie ne pouvait pas atteindre. Puis il alla chercher le garçon à l'école plus tôt. Ils firent des crêpes cet après-midi-là. Ce n'était pas un temps à crêpes et ce n'était pas l'heure des crêpes. C'était un mardi à 15h30, le soleil encore au-dessus du jardin arrière, mais Ellie avait demandé des crêpes en forme de dinosaure, et Marcus avait une chemise sur le réfrigérateur qu'il n'était pas prêt à rouvrir, alors il se tint devant la cuisinière avec une louche et essaya de faire un T-Rex. Il ressemblait à un lézard de travers. Ellie rit fort. De la façon dont un enfant de 7 ans rit quand son père, qui est très bon dans la plupart des choses, n'est pas très bon dans celle-ci. Marcus rit aussi. Il s'assit à la table de la cuisine, regarda son fils manger des lézards de travers avec trop de sirop, et décida 3 choses dans l'espace d'une seule respiration. Il ne frapperait pas le premier. Il n'élèverait pas la voix, et il ne laisserait en aucun cas cet enfant être utilisé comme un pion sur la table de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fut endormie, Ryan revint avec 2 bières. Ils s'assirent sur la véranda dans l'obscurité et Marcus dit la chose qu'il portait en lui depuis dimanche. Parfois, le geste le plus fort est de laisser l'autre camp croire qu'il gagne, parce qu'une fois qu'ils sont sûrs de gagner, c'est là qu'ils te montrent jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ryan ne répondit pas. Il cogna sa bouteille contre celle de Marcus une fois et but. Le premier appel de la banque fiduciaire arriva un jeudi. Une demande formelle avait été déposée par le cabinet de Brendan Ross au nom de Lorraine Webb, demandant que Webb Aviation Holdings soit réévalué et divulgué dans le cadre de la succession matrimoniale. Le conseil de la banque le traitait comme une correspondance nuisible, mais la demande était partie et ils étaient obligés d'informer Marcus. Il les remercia et raccrocha. Il essuyait le comptoir de la cuisine quand son téléphone vibra à nouveau. Un courriel cette fois, d'une adresse qu'il ne reconnaissait pas de signature, pas d'objet. Le corps du texte faisait 3 phrases. Ton père n'a pas vendu l'entreprise parce qu'il savait qui se cachait derrière l'offre. Ils sont revenus. Ouvre la boîte numéro 7 dans l'appentis. Marcus le lut 2 fois. Il se rinça les mains. Il sortit par la porte de derrière, traversa la cour. L'appentis au fond de la propriété avait été l'ancien espace de travail de son père, transporté pièce par pièce après les funérailles 5 ans plus tôt. Marcus avait sorti la plupart du contenu, mais les étagères métalliques le long du mur du fond contenaient un ensemble de boîtes longues et plates que Thomas avait étiquetées à la main au crayon avec un numéro de 1 à 12. Marcus n'en avait jamais ouvert la plupart. Il n'était pas prêt. La boîte 7 était à mi-hauteur de l'étagère. Il la descendit, la posa sur l'établi et alluma la lumière au-dessus. Le dossier à l'intérieur était jauni sur les bords. Des pages de correspondance dactylographiées datant de 2008 et 2009. Des lettres d'un groupe d'investissement basé à Charlotte, un nom différent à l'époque, mais Marcus reconnut les directeurs énumérés en bas de l'entête. L'entité prédécesseur d'Ezion. 3 offres écrites pour Webb Aviation Holdings, au prix croissant. 3 refus écrits de la main de son père, aucun ne dépassant 2 phrases. Le dernier refus avait été écrit au crayon sur un bloc-notes juridique jaune et attaché en haut du dossier. Pas à vendre, pas maintenant. Pas plus tard, pas à vous. Sous le dossier, au fond de la boîte, se trouvait le carnet en cuir, le même que Marcus avait vu sur l'étagère au fond de l'appentis depuis des années et n'avait jamais ouvert. Webb Aviation Internal gravé sur la couverture. Il s'assit sur le tabouret de travail. Il l'ouvrit. Il y avait 30 pages de l'écriture de son père, des notes sur les droits de route des hangars, les noms des pilotes en qui Thomas avait confiance et ceux en qui il n'avait pas confiance. Puis, près du dos, sur une page datée de 3 ans avant la mort de Thomas, une seule courte entrée écrite d'une main plus ferme que le reste. Si tu lis cette page, mon fils, cela signifie qu'ils sont revenus. Ne les affronte pas à découvert. Ils ne t'attaqueront pas, toi. Ils attaqueront ce que tu aimes le plus. Protège cela d'abord, ensuite pense à gagner. Papa. Marcus ferma le carnet. Il resta assis dans la lumière jaune de l'appentis pendant longtemps, et pour la première fois depuis le jour où le cercueil de son père avait été descendu en terre au Williamson Memorial Gardens, il se laissa pleurer.
Pas pour Lorraine. Il n'avait plus de larmes pour Lorraine. Il pleura parce qu'un homme disparu depuis 5 ans tenait encore la main au-dessus de la maison de son fils. Quand il rentra, il était plus de 22 heures. Catherine Holt était assise à sa table de cuisine. Elle était entrée avec un double des clés que Marcus lui avait donné 2 ans plus tôt, la semaine après l'anniversaire d'Ellie, comme elle l'avait toujours préféré. Pas de sonnette, pas d'annonce. Elle avait un verre d'eau devant elle et une petite enveloppe en craft scellée posée à côté sur la table. Marcus regarda l'enveloppe. Il s'assit en face d'elle. Elle la fit glisser sur le bois sans parler. L'écriture sur le devant était celle de son père. Sous le nom Marcus, en lettres plus petites, il y avait 3 mots. Quand tout le reste échoue. L'enveloppe était datée de juillet 2018, 6 mois avant la mort de Thomas Webb. Marcus brisa le sceau avec son pouce. À l'intérieur, 4 pages dactylographiées, puis signées. Un plan de contingence complet. Instruction de restructuration de la fiducie, clause de protection de la garde recoupant le code de la famille du Tennessee, une réponse pré-préparée à toute tentative d'un tiers d'accéder aux actifs de Webb par le biais de litiges conjugaux, nom des juges les plus susceptibles d'être assignés à l'affaire, nom des cabinets qui s'étaient jamais intéressés à l'entreprise avec des notes à côté de chacun. Esion Atlantic Partners était sur la liste, souligné 2 fois. Marcus posa les pages très soigneusement. Il regarda Catherine. Il savait avant même que je la rencontre. Catherine ne répondit pas tout de suite. Elle tourna le verre d'eau entre ses doigts d'un quart de tour. Il ne savait rien de Lorraine, Marcus. Il n'avait jamais vu son visage. Il n'aurait pas pu. Ce qu'il savait, c'est qu'un jour quelqu'un attaquerait l'entreprise par la seule porte qu'elle ait jamais eue, par la famille. Il n'a pas prédit ta femme. Il a prédit la nature humaine. Marcus regarda les pages sur la table, la signature de son père au bas de chacune. Il comprit alors quelque chose de pire que la trahison. Il n'avait pas gagné cette partie. Il n'y avait même pas joué. La partie avait été gagnée des décennies avant qu'il ne s'assoie à la table par un homme qui n'était plus en vie pour regarder les pièces bouger. Son téléphone sonna sur le comptoir. Il n'eut pas besoin de regarder. Il connaissait le timing. Il décrocha. Le cabinet de Brendan Ross. La voix au bout du fil était professionnelle, exercée, prudente. Le conseil de Madame Webb déposait demain matin une requête d'urgence pour modifier l'accord de garde existant. Les motifs, dit la voix, étaient des inquiétudes concernant l'absence de revenus stables et démontrables du père et sa capacité à fournir un environnement éducatif convenable pour l'enfant mineur. Marcus le remercia calmement et raccrocha. Il resta un instant devant le comptoir, le téléphone encore à la main. La graine que Lorraine avait plantée dans la voiture 11 nuits plus tôt. Ellie grandirait plus vite dans un environnement différent, venait de germer. Catherine le regarda depuis la table. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Il posa le téléphone et la regarda. D'accord, dit-il. Maintenant, on bouge. Il ne bougea pas cette nuit-là. Il resta assis à la table de la cuisine avec Catherine pendant une autre heure, passant en revue les pages de contingence ligne par ligne, puis elle sortit comme elle était entrée, silencieusement, sans cérémonie, et il éteignit la lumière de la véranda et monta regarder son fils dormir. Il resta longtemps sur le seuil. Il n'entra pas. Il ne voulait pas que le garçon se réveille et voie son visage. Il attendit 2 jours. Il voulait Lorraine reposer. Il la voulait sans Derek. Il la voulait dans une pièce avec du mauvais café et pas de public. Il choisit un endroit sur la 12e avenue Sud, un petit café caché derrière une boutique de fleurs, le genre d'endroit où la foule du déjeuner se disperse vers 13h30, et la clientèle de l'après-midi est surtout des femmes travaillant sur ordinateur portable avec des écouteurs. Il lui envoya un seul texto mercredi matin. 12 TH Street Coffee, 13h45. Toi seul. Pas d'avocat, pas de Derek. Une conversation. Elle vint. Il ne savait pas si elle viendrait. Il s'était donné une chance sur 2. Mais elle vint et s'assit en face de lui dans un manteau de laine qui coûtait probablement plus cher que son camion. Et elle commanda un café noir qu'elle ne but pas. Il ne dit pas bonjour. Il posa 3 choses sur la table entre eux, dans l'ordre. La première était une photographie. Derek dans un bar d'hôtel sur Ocean Drive à Miami le samedi soir précédent, le bras autour d'une femme blonde qui n'était pas Lorraine et qui n'était clairement pas une rencontre ponctuelle.
Le beau-frère de Ryan l'avait prise depuis l'autre côté du bar avec un téléphone. La femme blonde riait à quelque chose que Derek avait dit. Derek la regardait. De la façon dont les hommes regardent les femmes qu'ils n'ont pas peur d'être vus avec. La seconde était une mince chemise. À l'intérieur de la chemise se trouvaient des photocopies de 3 pages de la boîte 7, la correspondance de 2009 entre l'entité prédécesseur d'Esion Atlantic Partners et Thomas Webb. La dernière page portait l'écriture de Thomas. Pas à vendre, pas maintenant. Pas plus tard, pas à vous. La troisième était une photographie d'Ellie. Juste une photographie. Leur fils sur son vélo bleu dans l'allée en septembre dernier. Le casque de travers, souriant à l'appareil photo avec une dent de devant manquante. Lorraine regarda la première photo et son visage se figea. Elle regarda la chemise et ne la prit pas. Elle regarda la photo d'Ellie et c'est celle-là que sa main chercha, et c'est celle-là qui lui coupa le souffle un instant. Marcus croisa les mains sur la table. « Pourquoi crois-tu te battre, Lorraine ?» Ce n'était pas vraiment une question. Il le dit comme un homme posant le dernier mot sur une page. Elle ne répondit pas pendant longtemps. Quand elle le fit, la réponse sortit brisée. Tout, lui dit-elle. Derek l'avait abordé la 2e année de leur mariage lors d'une conférence immobilière à Atlanta. Il avait été gentil. Il s'était intéressé à sa carrière. Puis lentement, au fil des mois puis des années, il s'était intéressé à son mariage. Intéressé comme un médecin s'intéresse à un patient. Il avait posé des questions que les autres hommes ne posaient pas. Il lui avait dit des choses qu'elle avait voulu entendre. Il lui avait donné progressivement un cadre à travers lequel regardait son propre mari, et le cadre lui avait semblé être une fenêtre. Il m'a convaincu que tu m'insultais en faisant semblant d'être pauvre, que le camion et la chemise à carreaux dans l'appentis étaient un message, que tu pensais que je ne méritais pas plus que ça. Marcus écouta. Il ne détourna pas le regard d'elle. Quand elle eut fini, sa voix était plus grave qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Pas douce, pas forte, fatiguée. Ce camion était à mon père. Je le garde parce que c'est la seule chose qu'il ait laissée qui sente encore lui. Tu as vécu dans cette maison avec moi pendant 8 ans, Lorraine. Tu n'as jamais posé la question une seule fois. Ses yeux s'emplirent. Elle ne pleura pas. Elle tenait la photographie d'Ellie dans ses 2 mains comme une chose qui pouvait se briser. Il lui donna le choix clairement. Tu peux retirer la requête en garde demain matin. Tu vas à ton cabinet. Tu continues ta vie. On ne se revoit plus à moins que ce soit à propos de lui. Ou tu vas jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout, tout cela viendra devant le tribunal. Pas seulement Derek. Ta part aussi. Je me moque de ta réputation, Lorraine, vraiment. Mais je ne laisserai pas notre fils grandir en croyant que son père était un homme qui a perdu. Elle demanda un délai d'1 jour. Il hocha une fois la tête et se leva. Il ne paya pas le café. Il ne dit pas au revoir. Il sortit dans la lumière de l'après-midi sur la 12e avenue Sud, monta dans son camion et rentra chez lui. Et il ne regarda pas une seule fois en arrière vers le café. Elle ne retira pas la requête. Le lendemain matin, le cabinet de Brendan Ross déposa la requête d'urgence exactement comme rédigée. Ryan, quand Marcus le lui apprit par téléphone, resta silencieux un instant puis dit la seule chose vraie. Derek l'a convaincu hier soir. Il lui a dit que c'était sa dernière chance d'avoir un avenir, elle l'a cru. Marcus dit « ouais », et raccrocha et alla préparer le petit déjeuner pour son fils. L'audience eut lieu le mardi suivant au palais de justice du comté de Davison, au 3e étage, dans une petite salle d'audience sans fenêtre qui sentait légèrement le vieux papier et la cire à parquet. Lorraine était assise à la table du requérant à côté de Brendan Ross. Elle portait une robe marine et une chaîne en argent. Elle ne regarda pas derrière elle. Derek était arrivé en retard et s'était assis au 3e rang de la galerie. Il garda les mains croisées sur ses genoux. Marcus était assis à la table du défendeur à côté de Catherine. Ellie était à l'école ce matin-là. Ryan était venu le chercher à 7h30 et le garderait jusqu'à la fin de l'audience. Catherine portait un tailleur gris qu'elle possédait, selon la meilleure estimation de Marcus, depuis au moins 15 ans. Elle avait un seul dossier accordéon devant elle et une tasse de café noir. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle n'avait pas l'air, en fait, de faire quoi que ce soit, ce qui était l'expression qu'elle avait toujours quand elle avait déjà fini le travail. Brendan Ross se leva et présenta son argumentation. Il parlait bien.
Il parlait comme parlent les hommes quand on leur a dit que la pièce leur appartenait. Il parla de stabilité. Il parla de l'importance de l'environnement éducatif d'un enfant. Il parla avec beaucoup de soin et très peu de preuves du défendeur, M. Webb, et de l'absence de tout revenu clair ou démontrable sur ses déclarations fiscales. Il utilisa l'expression indépendant dans une capacité mécanique non spécifiée. Il utilisa l'expression aucune position professionnelle fixe dans la communauté. Il le dit 2 fois. Aucune position professionnelle fixe dans la communauté. Quand il se rassit, Catherine se leva. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne fit pas de geste. Elle s'approcha du banc, posa son dossier accordéon sur le bord, et fit glisser un seul objet sur le bois vers le juge. Une simple carte de visite, en papier couleur crème, encre noire. Webb Aviation Group LLC, président et administrateur unique Marcus T. Webb. Puis le dossier. 3 décennies d'états financiers audités, la structure d'entreprise de Webb Aviation Holdings, la société mère constituée dans le Delaware, les baux de hangars sur 3 aéroports régionaux à travers le Tennessee, la Géorgie et le nord de l'Alabama, la flotte de Cessna, les 2 jets Hawker, les certificats de navigabilité, l'autorité d'exploitation FAA par 135, la fiducie éducative qui avait été mise en place au nom d'Ellie le jour de sa naissance par son grand-père, détenant actuellement. Assez pour envoyer le garçon dans n'importe quelle université du pays avec de l'argent de reste. Et enfin, une copie scellée de la documentation que Catherine avait déposée ce matin même auprès de la Security and Exchange Commission et de la Federal Aviation Administration identifiant le modèle de tentative d'acquisition de Webb Aviation Holdings par Asian Atlantic Partners par le biais de Cano 2. Relations personnelles ciblées, une phrase que Catherine avait choisie avec grand soin. Les documents nommaient le cabinet de Brendan Ross dans une note en bas de page. Ils nommaient Derek par son nom légal complet dans une annexe. Le juge était une femme dans la soixantaine nommée Margaret Callaway. Elle avait siégé au tribunal de la famille du comté de Davison pendant 22 ans. Elle lut à son propre rythme. Elle ne leva presque pas les yeux pendant 3 minutes pleines. Quand elle leva les yeux, elle ne regarda pas Marcus. Elle ne regarda pas Catherine. Elle regarda Brendan Ross. Maître, souhaitez-vous revenir sur votre caractérisation des revenus et de la position professionnelle du défendeur? Au 3e rang de la galerie, Derek se leva. Il ne dit rien. Il prit son manteau sur le banc à côté de lui, parcourut la rangée jusqu'à l'allée, et sortit par les portes de la salle d'audience. L'huissier le regarda partir. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd et capitonné. Lorraine ne se retourna pas pour le regarder partir. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Brendan Ross essaya brièvement. Il utilisa une phrase sur de nouvelles informations et une autre pour demander un renvoi. Le juge Callaway écouta sans expression puis rejeta la requête en modification de la garde sur le champ, consignée au procès-verbal, en 2 phrases claires. Marcus obtint la garde légale et physique complète d'Ellie avec effet immédiat. Il ne célébra pas. Il ne sourit pas. Il se tourna vers Catherine, lui fit un petit signe de tête, et sortit de la salle d'audience dans le couloir fluorescent et lumineux. Ryan l'attendait près de l'ascenseur avec Ellie à ses côtés, le garçon tenant un sac en papier du restaurant en face. Ryan ne dit rien non plus. Il frappa Marcus une fois fort sur l'épaule, et les 3 descendirent au parking en silence. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fut endormie, Marcus s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Il répondit au courriel anonyme de la semaine précédente. Il tapa 2 mots. Merci, Catherine. Il l'envoya. La réponse revint 4 minutes plus tard d'une adresse différente, mais il reconnut la cadence de l'écriture comme on reconnaît une voix. Comment as-tu su que c'était moi? Il tapa lentement. Il avait retourné la réponse dans sa tête pendant 9 jours. Parce que mon père m'a dit plus d'une fois qu'il y avait exactement une personne sur Terre en qui il avait confiance sans condition, et parce que tu n'as jamais cessé de nous protéger pendant les 20 ans que j'ai passé à te connaître, même quand tu pensais que je ne te voyais pas le faire. Il appuya sur envoyer et ferma l'ordinateur portable. Il n'avait pas eu besoin qu'elle le lui dise à voix haute dans la cuisine cette nuit-là, quelle avait été celle qu'il avait envoyée vers la boîte 7. Il avait eu besoin que les paroles de son père viennent de la main de son père, pas de la sienne. Elle avait compris cela aussi. Elle avait toujours compris cela. Un samedi de mai, Marcus emmena son fils à Signature Flight Support pour la première fois. Ellie se tint devant la longue fenêtre vitrée du hall, les mains à plat contre la vitre, le nez presque collé. Sur le tarmac,
Le soleil de fin d'après-midi illuminait la peau en aluminium d'un Hawker 800 XP blanc. À côté, un petit Cessna Citation gris mat, au-delà des deux, la longue forme d'une piste et un ciel qui virait au rose sur les bords. Le garçon ne quittait pas des yeux le Hawker. « Papa, à qui est cet avion-là » Marcus s'agenouilla sur un genou pour être au niveau du visage de son fils. Il parla doucement. « Ton grand-père me l'a laissé, et un jour si tu le veux, il sera à toi. » Ellie réfléchit à cela un long moment. Il ne bougea pas de la fenêtre. « Il faut que j'apprenne à le piloter ?» « Il faut d'abord apprendre à être un homme bien, » dit Marcus. « Piloter, c'est la partie facile. » Ryan arriva derrière eux avec 3 cafés et une boîte de jus. Il tendit la boîte de jus à Ellie, qui la prit sans quitter l'avion des yeux. Ryan regarda le garçon un instant, puis se tint à côté de Marcus devant la fenêtre. « Tu ne le regrettes jamais, mon vieux ?» De n'avoir rien dit. Dès le début. Marcus s'éclaircit la gorge et regarda son fils. Ellie promenait maintenant un petit doigt collant sur la vitre, traçant le contour de la queue du Hawker. Le garçon bougeait déjà les lèvres, répétant le numéro d'immatriculation pour lui-même, comme une chanson. « Si je l'avais dit dès le début, » dit Marcus, « je n'aurais jamais su qui était vraiment avec moi. » Et Ellie, il aurait grandi en pensant que son père était quelqu'un à qui il fallait remettre une liste de choses avant de le respecter. Ryan ne répondit pas. Il prit une gorgée de son café. Tous les 3 restèrent longtemps devant la fenêtre. Ils ont ri quand il a signé les papiers. Ils pensaient regarder un homme perdre. Mais l'homme le plus silencieux de la pièce est parfois le seul à comprendre que la partie était déjà gagnée bien avant qu'il ne s'assoie à la table. Par un père, des décennies plus tôt, qui avait appris à son fils une seule chose simple. L'argent réel n'a pas besoin d'être montré. Un homme réel n'a pas besoin de le prouver. Ce même soir à 18h15, dans un petit studio au 3e étage d'un immeuble près de Belmont Boulevard, Lauren Webb était assise sur le bord de son lit, son téléphone à la main. L'appartement avait une fenêtre. Elle donnait sur le mur de briques du bâtiment voisin. Elle défilait depuis 20 minutes. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait avant de le trouver. Quelqu'un de son ancien cabinet avait republié une photographie d'un gala de bienfaisance à la Nashville Flight School la veille. À l'arrière-plan de la photo, presque hors cadre, 2 silhouettes se tenaient à côté du Hawker blanc, un homme en veste sombre et un petit garçon avec une boîte de jus, tous deux face à l'avion. Pas de légende, pas de tag. On ne la mentionnait pas. Elle regarda la photographie longtemps. Elle ne l'enregistra pas. Elle ne l'envoya à personne. Elle tourna le téléphone face cachée sur la couverture à côté d'elle. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait rien à dire. Ni à son cabinet, ni à ses amis, ni à la photographie, ni à elle-même. Elle éteignit la lampe et resta assise dans l'obscurité.